Il revenait de voyage prêt à vivre le jour le plus heureux de sa vie, son mariage. Mais en passant par un parc, il découvre sa propre mère dormant dans la rue, serrée contre l'ancienne employée de la maison. Ce qui semblait être un malentendu se révèle être un plan cruel et prémédité, qui transforme complètement son destin. La cérémonie est annulée, et ce qui naît à sa place est une histoire de justice, de réparation et de courage silencieux. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville. Vous nous regardez, nous continuons. Le matin arrivait lentement sur Paris, apportant avec lui cette luminosité diffuse que seules les grandes métropoles connaissent. Le soleil tentait de percer la couche de brume qui insistait encore pour embrasser les immeubles les plus hauts, tandis que la circulation commençait son rituel quotidien de klaxons et de moteurs pressés. Julien ajusta sa montre à son poignet et prit une profonde inspiration. Après 3 mois de voyage dans des bureaux à l'étranger, à conclure des affaires et à agrandir l'entreprise qu'il avait bâtie avec tant d'efforts, il était enfin de retour. Et ce n'était pas n'importe quel retour. C'était le jour de son mariage. Le taxi parcourait l'avenue des Champs-Élysées avec cette lenteur caractéristique des matinées parisiennes. Julien observait par la fenêtre les gens marcher précipitamment, chacun perdu dans son propre monde, portant ses propres préoccupations. Il sourit pour lui-même. Dans quelques heures, il serait aux côtés de Chloé, disant « oui » devant ses amis, sa famille et ses collègues de travail. Tout avait été planifié dans les moindres détails. La cérémonie devait avoir lieu à 17 heures, dans l'un des salons les plus élégants du 16e arrondissement. Chloé s'était occupée de chaque composition florale, de chaque détail de la décoration pendant qu'il était absent. La confiance. C'était sur cela qu'une relation solide se basait, se répétait-il. Chloé était entrée dans sa vie il y a 2 ans, apportant avec elle cette énergie vibrante de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait. Elle était belle, éloquente, toujours impeccable. Elle travaillait dans le marketing digital et avait cette assurance de ceux qui sont nés pour diriger. Julien se sentait chanceux. Après tant de relations qui n'avaient pas fonctionné, il avait enfin trouvé quelqu'un qui semblait comprendre son rythme, ses ambitions, ses absences. Elle ne s'était jamais plainte des longs voyages. Elle n'avait jamais remis en question ses priorités. Elle disait toujours qu'elle avait confiance en lui. Et il avait confiance en elle. Sa mère, Madame Hélène, avait 74 ans et vivait avec lui depuis que son père était décédé, 5 ans auparavant. C'était une femme réservée, de peu de mots, mais d'une présence ferme. Julien avait toujours tenu à ce qu'elle ait le meilleur. C'est pourquoi il avait engagé Inès, une femme d'âge mûr, patiente et dévouée, pour accompagner Madame Hélène pendant la journée. Inès était discrète, efficace et traitait sa mère avec une affection sincère qui le rassurait. Avec les deux à la maison, il pouvait voyager sans culpabilité, du moins c'est ce qu'il croyait. Quand le taxi tourna dans la rue qui menait à son appartement, Julien demanda au chauffeur de ralentir. Il voulait passer par le jardin du Luxembourg, l'un des rares refuges verts au milieu de cette jungle de béton. Il avait l'habitude d'y marcher le week-end avant que les voyages ne deviennent fréquents. Quelque chose en ce matin lui donnait envie de sentir l'odeur de la végétation, d'écouter le chant des oiseaux, de se reconnecter avec la ville qu'il aimait tant. Le chauffeur s'arrêta près de l'entrée du jardin. Julien paya la course, prit sa petite valise et décida de marcher les derniers pâtés de maison jusqu'à chez lui. L'air était frais et il avait besoin de ces minutes de silence avant de plonger dans l'effervescence du mariage. Il franchit les grilles du jardin et suivit l'une des allées arborées. Il y avait des joggeurs matinaux, des gens promenant leurs chiens, des personnes âgées assises sur les bancs lisant le journal. La vie quotidienne, simple et honnête. C'est alors qu'il s'arrêta net. Sur un banc, à l'ombre d'un arbre feuillu, 2 femmes dormaient assises, enlacées l'une contre l'autre. Elles étaient visiblement épuisées, les vêtements froissés, avec un sac en toile à leur côté. L'une d'elles était nu-pieds. Julien ressentit un serrement au cœur, de ceux qui arrivent sans prévenir, et vous nouent la gorge avant même que l'esprit ne traite ce que les yeux voient. Il fit quelques pas de plus, doucement, comme s'il craignait que ce qu'il voyait puisse disparaître s'il s'approchait trop vite. Son cœur s'emballa quand l'image devint nette. La femme la plus âgée, avec ses cheveux gris attachés en un chignon défait, était sa mère. L'autre,
La tête posée sur son épaule était Inès. Les deux dormaient à la belle étoile, se protégeant du froid de la nuit seulement avec un châle fin qu'Inès portait sur leurs épaules à toutes les deux. Julien lâcha sa valise au sol et courut. Son corps réagit avant que son esprit ne puisse organiser ses pensées. Il s'agenouilla devant elle et toucha doucement le bras de sa mère. Madame Hélène se réveilla lentement, confuse, les yeux encore lourds de sommeil. Quand elle le reconnut, son expression changea. Ce n'était pas du soulagement, c'était de la honte mêlée de tristesse. Une honte que Julien n'aurait jamais imaginé voir sur le visage de cette femme si digne. « Mon fils » murmura-t-elle, la voix rauque et étranglée. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Inès se réveilla aussi, en sursaut. En voyant Julien, ses mains tremblèrent et elle baissa les yeux comme si elle ne savait pas où poser son regard. Julien sentit quelque chose se briser en lui. Ces deux femmes, qu'il avait laissées sous le toit sécurisant de sa maison, étaient là, vulnérables, exposées à l'indifférence du monde. Comment? Pourquoi? On sent « Va d'ici », dit-il, contrôlant sa voix pour ne pas s'effondrer sur place. « On y va. Maintenant. » Il aida les deux femmes à se lever. Madame Hélène tituba un peu, et il la retint fermement. Inès tenta de prendre le sac, mais Julien le lui prit des mains. Il appela un taxi qui passait sur le boulevard et les installa sur la banquette arrière avec précaution, comme s'il transportait quelque chose d'extrêmement fragile. Il monta à l'avant et donna l'adresse d'un hôtel proche. Il ne voulait pas les ramener à la maison, pas encore. D'abord, il devait comprendre. Dans la chambre d'hôtel, après que les deux eurent pris une douche et revêtu des vêtements propres qu'il avait fait acheter à la réception, Julien servit du café et s'assit face à elle. Le silence était pesant. Madame Hélène regardait ses propres mains, et Inès n'arrêtait pas d'essuyer des larmes qui insistaient pour couler. « Maintenant, vous allez tout me raconter, depuis le début. » Madame Hélène prit une profonde inspiration et commença. Sa voix était ferme, mais chargée d'une tristesse ancienne, dont Julien réalisa qu'elle n'était pas née cette nuit-là. Elle raconta que depuis que Chloé avait assumé son rôle de future épouse et avait commencé à fréquenter la maison plus assidûment, de petites choses avaient changé. Des commentaires subtils sur la façon dont Inès organisait les meubles, des suggestions voilées selon lesquelles Madame Hélène devrait se retirer plus tôt pour ne pas déranger, de petites exclusions déguisées en gentillesse. « Hier soir, continua Madame Hélène, Chloé est arrivée à la maison tard, elle était différente, nerveuse. Elle a dit que la maison était à elle maintenant, qu'elle allait y vivre après le mariage, et qu'elle ne voulait plus ni de moi ni d'Inès dans les parages. Elle a dit que nous gênions ses plans, que j'étais trop vieille pour comprendre le monde moderne et qu'Inès ne servait plus à rien. » Julien sentait la colère monter en lui, mais il se força à continuer d'écouter. « Elle nous a ordonné de sortir, là, tout de suite. Elle a dit qu'elle avait changé la serrure et que si nous essayions de revenir, elle appellerait la police. Inès a essayé de discuter, mais Chloé n'a rien voulu entendre. Elle m'a mise dehors, mon fils. Elle m'a mise dehors de ma propre maison. » La voix de Madame Hélène se brisa à la fin, et Julien vit quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé voir. Sa mère, toujours si forte, toujours si inébranlable, était en larmes. Inès, qui était restée silencieuse jusque-là, parla enfin. Sa voix était basse, presque un murmure. « Il y a autre chose, monsieur Julien. Je ne voulais pas en parler car je n'ai pas de preuves, mais maintenant je pense que je le dois. » Elle ouvrit le sac en toile et en sortit quelques morceaux de papier froissé. C'étaient des mots écrits à la main, avec une calligraphie que Julien ne reconnut pas immédiatement. J'ai trouvé ces mots ces derniers jours. Ils étaient dans ma chambre, dans le tiroir de mes vêtements, sous mon oreiller. Au début, j'ai cru que c'était une blague, mais ensuite, ils sont devenus plus directs. Julien prit les papiers et lut. Le premier disait « Ton temps ici est révolu ». Le deuxième « Fais attention à ce que tu fais et à ce que tu entends ». Le troisième, plus récent, « Bientôt tu comprendras que tu n'as pas de place dans cette maison ». La main de Julien trembla en tenant les billets. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était calculé, c'était cruel, c'était prémédité. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Inès secoua la tête, honteuse. « Je ne voulais pas causer de problème. Je pensais que c'était mon imagination.
Et vous étiez si loin, si occupé. Je ne voulais pas vous déranger. » Julien ferma les yeux et respira profondément. La culpabilité le frappa comme un coup de poing. Il avait été si occupé à bâtir des empires, à conclure des contrats, à étendre ses affaires, qu'il n'avait pas remarqué ce qui se passait à l'intérieur de sa propre maison. Il avait fait aveuglément confiance. Et cette confiance aveugle venait de forcer les deux personnes qu'il aimait le plus à dormir sur un banc de jardin public. Madame Hélène, les yeux encore rouges, tendit la main et toucha le visage de son fils. « Ce n'est pas ta faute, Julien. Tu ne pouvais pas savoir. » Mais il sentait que si. Il sentait qu'il aurait dû voir. Il aurait dû remarquer. Il aurait dû poser des questions. Il aurait dû être présent. Il regarda sa montre. Il était presque 10 heures du matin. Dans cette heure, il était censé entrer dans une salle de réception pour épouser la femme qui avait fait cela. La femme qui avait expulsé sa mère. La femme qui avait menacé Inès. La femme qui avait caché derrière des sourires et des promesses un visage qu'il n'aurait jamais imaginé exister. Julien se leva et se dirigea vers la fenêtre de l'hôtel. Dehors, Paris suivait son rythme. Voitures, gens, immeubles. La vie continuait, indifférente au chaos personnel de chacun. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait que la décision qu'il prendrait à cet instant changerait tout. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas de demi-mesure. Il se tourna vers les deux femmes qui le regardaient en silence, attendant. « Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. » Madame Hélène écarquilla les yeux. « Mon fils, tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Ce n'est pas seulement pour toi, maman. C'est pour moi aussi. J'ai failli épouser quelqu'un que je ne connais pas vraiment. Et cela m'effraie plus que n'importe quoi d'autre. » Il prit son téléphone et commença à composer. Il y avait beaucoup d'appels à passer, beaucoup d'explications à donner, beaucoup de ponts à brûler. Mais pour la première fois depuis des mois, Julien sentait qu'il faisait la bonne chose. Le matin qui devait marquer le début d'une nouvelle vie venait de se transformer en la fin d'une illusion, et en le début de quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer, mais qui avait un goût de vérité, de justice et de nouveau départ. Alors qu'il composait le numéro de Chloé, Julien regarda une fois de plus sa mère et Inès. Elles étaient ensemble, se soutenant mutuellement, comme elles l'avaient fait durant la nuit froide au jardin. Et c'est à cet instant qu'il comprit le véritable sens de la famille. Ce n'était pas le sang, ce n'était pas le nom de famille, c'était la présence, c'était le soin, c'était être là quand tout s'écroule. Et il n'avait pas été là, mais maintenant il le serait, pour toujours. L'appel tomba sur le silence 3 fois avant que Chloé ne réponde enfin. Julien pouvait entendre des voix en arrière-plan, des rires, le son caractéristique d'une salle en cours de préparation. Elle était sur le lieu de la cérémonie, supervisant les derniers détails. Sa voix arriva animée, presque effusive, comme si rien de mal ne s'était passé au cours des dernières 24 heures. « Mon amour, tu es arrivé ? Je suis ici à la salle et ça devient magnifique. Les compositions florales sont exactement comme je l'imaginais. Tu ne vas pas en croire tes yeux quand tu verras ça. Où es-tu? Tu es déjà à l'appartement ?» Julien serra le téléphone avec force. Chaque mot joyeux qui sortait de sa bouche semblait être un affront. Comment pouvait-elle si bien feindre? Comment gardait-elle ce ton insouciant après avoir expulsé 2 femmes de chez elle au milieu de la nuit? « Chloé, nous devons parler. Maintenant. » Elle rit, de cette façon légère qu'il avait toujours trouvée charmante, et qui sonnait maintenant faux, répétée. « Parler? Mon amour, on se marie dans quelques heures. Garde les conversations sérieuses pour après la lune de miel. Maintenant, il faut juste profiter, se relaxer. » Julien respira profondément, essayant de garder le contrôle. « Où est ma mère ?» Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était pas le silence confortable de quelqu'un d'occupé, c'était le silence de quelqu'un pris par surprise. Chloé mit quelques secondes à répondre, et quand elle le fit, sa voix avait changé. Elle était plus basse, plus prudente. « Ta mère, elle doit être à la maison. » « Pourquoi ?»« Elle n'y est pas. » « Et tu le sais. » « Très bien. » Un autre silence, plus long cette fois. Julien pouvait presque entendre ses pensées se réorganiser, monter sa défense, préparer son récit. « Julien, je ne vois pas de quoi tu parles. Si ta mère est sortie de la maison, elle ne m'a pas prévenu. Peut-être est-elle allée faire un tour, je ne sais pas. » Il ferma les yeux. Le mensonge était éhonté.
presque offensant. « Chloé, tu l'as expulsée avec Inès hier soir. Tu as changé la serrure. Tu leur as ordonné de partir. Et maintenant, je les ai trouvés dormant sur un banc public. Alors arrête de faire semblant de ne rien savoir. » Sa respiration devint plus rapide à l'autre bout du fil. Julien pouvait sentir la panique commencer à s'installer. Mais quand elle parla à nouveau, ce n'était pas du regret qui transparaissait dans sa voix. C'était de la défensive, de la justification et même de la colère. « Écoute-moi bien, Julien. J'ai fait ce qui devait être fait. Cette situation était insupportable. Ta mère ne me respectait pas. Inès me regardait de travers tout le temps. J'allais vivre dans cette maison, ça allait être ma maison aussi, et je n'allais pas accepter d'être traitée comme une intruse. Je t'ai prévenu plusieurs fois, mais tu étais toujours en voyage, toujours trop occupé pour m'écouter. » Julien sentit la colère monter comme une vague brûlante dans sa poitrine. « Tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais dit un mot à ce sujet. J'ai essayé, mais tu n'étais jamais disponible, et je n'allais pas attendre éternellement. Alors j'ai pris une décision. Point final. » Il secoua la tête, incrédule. Il n'y avait pas de remords, pas de culpabilité, seulement des justifications et une tentative désespérée de retourner l'histoire en sa faveur. « Le mariage est annulé, Chloé. » Elle rit. Ce fut un rire court, nerveux, presque hystérique. « Annulé, Julien, tu es fou. Il y a 200 personnes confirmées. Le traiteur est payé, la musique, la décoration, tout est prêt. Tu ne peux pas annuler un mariage le jour même. C'est ridicule. Je le peux. Et je l'annule. Je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui traite ma mère de cette façon, qui menace une employée, qui agit dans mon dos avec une telle froideur. » Sa voix changea encore. Elle devint stridente, désespérée. « Julien, tu exagères. Ta mère te manipule. Elle ne m'a jamais accepté. Elle m'a toujours traité comme si je n'étais pas assez bien. Et maintenant, elle utilise ça pour nous séparer. Ne la laisse pas nous faire ça, s'il te plaît. » Julien raccrocha. Il n'y avait plus rien à dire. Il bloqua son numéro et commença à passer les appels nécessaires. D'abord la salle, puis le traiteur, le photographe, l'orchestre. Chaque appel était embarrassant, chaque explication incomplète. Mais il ne devait de compte à personne. Il informait simplement que l'événement était annulé et qu'il reprendrait contact plus tard pour régler les questions financières. Pendant qu'il passait les appels, Madame Hélène et Inès restèrent assises en silence sur le canapé de la chambre d'hôtel. Elles ne disaient rien, mais Julien sentait le poids de leurs regards sur lui. Quand il eut enfin terminé, il rangea son téléphone et se tourna vers elle. « Voilà, c'est fait. » Madame Hélène se leva doucement et s'approcha de son fils. Elle posa ses mains sur son visage, comme elle le faisait quand Julien était enfant et revenait de l'école avec un souci. « Tu es sûr de toi, mon fils ?»« J'en suis sûr, maman, absolument sûr. » Elle hocha la tête et, elle hocha, l'enlaça. Ce fut une longue étreinte, silencieuse, pleine de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Quand ils se séparèrent, Julien vit qu'Inès pleurait. Mais c'étaient des larmes différentes maintenant. Ce n'était plus de la peur ou de la honte. C'était du soulagement. « Monsieur Julien, je ne sais même pas quoi dire. Merci. » Il secoua la tête. « C'est moi qui vous demande pardon. Pour ne pas avoir vu plus tôt, pour ne pas avoir été présent, pour vous avoir laissé subir cela. » Inès essuya ses larmes et sourit pour la première fois depuis qu'il les avait trouvées. « Au jardin. Vous êtes là maintenant, c'est tout ce qui compte. » Julien demanda aux deux femmes de se reposer pendant qu'il sortait régler quelques affaires. Il devait aller à l'appartement, récupérer ses affaires et s'assurer que Chloé quitte les lieux le plus vite possible. En chemin, il appela son avocat, un homme sérieux et compétent nommé Maître Étienne, qui s'occupait de sa famille depuis des années. « Étienne, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent. » Après avoir écouté le récit complet, l'avocat soupira à l'autre bout du fil. « Julien, c'est grave. Expulser quelqu'un de chez soi sans préavis, d'autant plus une personne âgée, relève de plusieurs infractions légales. La propriété est à ton nom. » « Oui, tout est à mon nom. Elle n'a jamais vécu là officiellement. Elle ne faisait que fréquenter les lieux. Alors tu as tout à fait le droit d'exiger qu'elle se retire. Je vais préparer une notification formelle et je t'accompagne à l'appartement. Ne fais rien seul. Nous allons régler cela dans les règles. » Julien le remercia et lui donna rendez-vous devant l'immeuble. Quand il arriva, Étienne était déjà là, un dossier sous le bras et cette posture sérieuse de celui qui sait exactement ce qu'il fait. « On y va.
Garde ton calme, laisse-moi mener la conversation et n'entre pas en confrontation directe avec elle. Tout ce qu'elle dira, tu le notes mentalement. Tu peux même enregistrer si tu le juges nécessaire. Les deux montèrent à l'appartement. Julien utilisa sa clé, mais quand il tenta d'ouvrir la porte, il réalisa que la serrure avait bel et bien été changée. Il sonna. Personne ne répondit. Il sonna à nouveau. Silence. Il frappa plus fort. « Chloé, je sais que tu es là, ouvre la porte. Je suis avec mon avocat, ça ne servira à rien de faire semblant. » Après quelques minutes, ils entendirent des pas et la porte s'ouvrit. Chloé était différente. Les cheveux attachés n'importe comment, le maquillage étalé, les yeux rouges. Elle regarda Julien puis Étienne et son visage se durcit. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Étienne fit un pas en avant, poli mais ferme. Bonjour, mademoiselle Chloé. Je suis maître Étienne Farias, l'avocat de monsieur Julien. Je suis ici pour garantir que la situation se règle de manière légale et respectueuse. Monsieur Julien souhaite entrer dans son propre appartement. Je vous prie de nous laisser passer. Chloé croisa les bras, bloquant le passage. J'habite ici, j'ai des droits. Étienne ouvrit son dossier et sortit une copie du titre de propriété. Selon les documents officiels, cet appartement est enregistré exclusivement au nom de Julien-Henri Lefebvre. Vous n'avez jamais été déclaré comme résidente officielle et vous ne figurez sur aucun contrat de cohabitation. Par conséquent, légalement, vous n'avez pas le droit d'empêcher l'entrée du propriétaire. Chloé regarda Julien avec une expression mêlant colère, désespoir et quelque chose qui ressemblait à de la blessure. « C'est donc comme ça que tu fais? Tu me jettes dehors, après tout ce qu'on a vécu ?» Julien prit une profonde inspiration. « Tu as jeté ma mère dehors, Chloé, au milieu de la nuit, sans préavis, sans pitié, sans une justification qui ait du sens. Maintenant, tu reçois le même traitement que tu lui as infligé. La différence, c'est que je le fais avec un avocat présent, avec des documents dans le respect de la loi. Tu ne lui as même pas accordé cela. » Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes, mais Julien ne ressentit aucune pitié. Il savait que ces larmes étaient plus de la frustration que du regret. Étienne intervint à nouveau, gardant son ton professionnel. « Mademoiselle Chloé, vous avez 24 heures pour retirer vos effets personnels de cet immeuble. Dans le cas contraire, nous prendrons les mesures légales nécessaires. Voici la notification formelle. Veuillez signer l'accusé de réception. » Il tendit un papier. Chloé regarda le document comme s'il s'agissait de quelque chose de répugnant, mais elle prit le stylo et signa d'un gribouillis rageur. « Vous allez le regretter. » Elle entra dans l'appartement et claqua la porte. Julien et Étienne restèrent là, immobiles dans le couloir. Est-ce qu'elle va s'y plier? Étienne rangea les papiers dans son dossier. Si elle ne le fait pas, nous engagerons une procédure d'expulsion forcée. Mais généralement, quand la personne réalise qu'elle n'a aucune base légale, elle finit par céder. Attendons. En attendant, je te suggère ainsi qu'à ta mère de rester à l'hôtel ou de trouver un autre endroit temporaire. Ne force pas une cohabitation qui pourrait dégénérer. Julien acquiesça et redescendit avec l'avocat. Sur le chemin du retour vers l'hôtel, il repassa par le jardin du Luxembourg. Le banc où il avait trouvé sa mère et Inès était toujours là, vide désormais, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé, quelque chose de grand, de définitif, d'irréversible. Il s'arrêta un instant et regarda ce banc. Là, sur ce bois usé par le temps, 2 femmes avaient dormi parce qu'elles n'avaient nulle part où aller. Et lui, qui s'était toujours enorgueilli d'être un homme de contrôle, de planification, de succès, réalisa qu'il avait échoué sur le plus important, être présent, voir, protéger. Il s'assit sur le banc, juste un instant, essayant de ressentir ce qu'elles avaient ressenti. Le froid de la nuit, l'insécurité, la peur, l'humiliation. Et quelque chose en lui se brisa définitivement. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la honte d'avoir été si aveugle, si absent, si confiant envers les mauvaises choses. Quand il revint à l'hôtel, il trouva Madame Hélène lisant un livre et Inès regardant la télévision. Elles levèrent les yeux quand il entra, attendant des nouvelles. « Elle a 24 heures pour partir. » Madame Hélène hocha la tête, sans rien dire. Mais Julien vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant,
Ce n'était pas du soulagement, ce n'était pas de la victoire, c'était de la tristesse, une tristesse profonde pour tout ce que cela représentait, pour le rêve brisé, pour l'illusion démasquée, pour l'amour qui n'avait jamais été réel. Et c'est à ce moment-là, assis sur la chaise de cette chambre d'hôtel impersonnelle, que Julien comprit qu'annuler un mariage était facile. Le plus difficile serait de reconstruire la confiance qu'il avait perdue, pas la confiance que Chloé avait brisée, mais la confiance qu'il avait perdue en lui-même pour ne pas avoir vu la vérité qui était pourtant sous ses yeux depuis le début. Les 3 jours suivants passèrent comme une brume dense que Julien traversait sans parvenir à voir complètement le chemin. Chloé retira ses affaires de l'appartement l'après-midi du délai imparti, sans dire un mot, sans regarder en arrière. Elle laissa les clés sur la table du salon et s'en alla accompagnée de 2 amis qui l'aidèrent à porter ses valises. Julien n'était pas présent. Il avait préféré éviter la confrontation finale. Étienne resta à l'appartement pour garantir que tout se passe de manière civilisée et pour documenter son départ. Quand l'avocat appela pour informer que tout était réglé, Julien ressentit un soulagement étrange, mêlé à un vide qu'il ne s'attendait pas à éprouver. Madame Hélène et Inès rentrèrent à la maison le lendemain. Julien engagea un serrurier pour changer à nouveau toutes les serrures, installa des caméras de sécurité à l'entrée et prit des mesures qu'il aurait dû prendre depuis longtemps. Mais plus que des changements physiques dans l'appartement, il savait qu'il devait se changer lui-même. Il devait être présent. Il devait écouter. Il devait voir ce qui se trouvait juste devant lui. Lors de la première soirée de retour à la routine, tous les 3 dînèrent ensemble dans la salle à manger. C'était un repas simple. Du riz, des haricots, du poulet rôti qu'Inès avait préparé avec cette tendresse qui transformait la nourriture en affection. Madame Hélène mangeait en silence, jetant de temps en temps un regard vers son fils avec une expression que Julien ne parvenait pas à décrypter complètement. Il y avait du soulagement mais aussi de l'inquiétude. Elle connaissait trop bien son fils pour ne pas remarquer qu'il luttait intérieurement contre quelque chose de plus grand que la simple fin d'une relation. « Maman, pardonne-moi », dit soudain Julien posant sa fourchette dans son assiette. Madame Hélène leva les yeux, surprise. « Te pardonner quoi, mon fils? De ne pas avoir vu, de ne pas avoir été là, d'avoir fait aveuglément confiance et de t'avoir laissé subir cela. J'aurais dû m'en rendre compte, j'aurais dû poser des questions, j'aurais dû faire attention. » Elle tendit la main par-dessus la table et serra celle de son fils. « Julien, tu n'es pas devin. » Elle a bien caché ce qu'elle était. « Et moi non plus, je ne t'ai pas dit tout ce qui se passait parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Tu travaillais tellement, tu concluais des affaires importantes. Je pensais pouvoir gérer cela seul. Mais tu n'aurais pas dû avoir à gérer cela seul. Je suis ton fils. Ma responsabilité est de prendre soin de toi. » Inès, qui était restée silencieuse jusque-là, s'éclaircit la gorge. « Monsieur Julien, est-ce que je peux dire quelque chose ?»« Bien sûr, Inès. Toujours. » Elle prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage. « Vous n'êtes coupable de rien. Mademoiselle Chloé a été très rusée. Elle ne montrait son mauvais côté que lorsque vous n'étiez pas là. Devant vous, elle était une personne. Seule avec nous, elle était quelqu'un de complètement différent. Il y avait des jours où elle me regardait, avec un mépris qui faisait peur. Elle faisait des commentaires sur mes vêtements, sur ma façon de parler, sur la manière dont je rangeais la maison. Mais toujours de façon déguisée, vous voyez, toujours comme si c'était une plaisanterie. Et j'avais peur de parler car je pensais que personne ne me croirait. Après tout, qui j'étais? Juste l'employé. Julien sentit son cœur se serrer. Tu n'es pas juste l'employé, Inès. Tu fais partie de cette famille, et j'aurais dû le rendre clair dès le début. Inès sourit et Julien réalisa à quel point ce sourire était rare. Combien de fois avait-il réellement discuté avec elle? Combien de fois lui avait-il demandé comment elle allait, si elle avait besoin de quelque chose, si elle était bien traitée? La vérité faisait mal. Il avait été un patron absent, confiant que sa bonne intention et un salaire régulier suffisaient. Mais le soin allait bien au-delà de cela. Après le dîner, pendant qu'Inès faisait la vaisselle et que Madame Hélène regardait un feuilleton au salon, Julien alla dans la chambre de sa mère. Il savait qu'elle tenait un journal. Il l'avait toujours su. Depuis qu'il était enfant, il voyait sa mère écrire dans des carnets reliés, consignant des pensées, des moments, des réflexions. Il n'en avait jamais lu aucun,
respectant son intimité. Mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, il sentait qu'il avait besoin de mieux comprendre ce que sa mère avait vécu ces derniers mois. Il frappa à la porte de la chambre. Madame Hélène était assise sur le lit, un carnet sur les genoux. « Entre, mon fils. » Julien entra et s'assit à côté d'elle. Il regarda le carnet et reconnut la calligraphie soignée de sa mère. « C'est ton journal ?» Elle acquiesça. « Je relisais quelques passages. Ça fait du bien d'organiser ses pensées, de sortir ce qui est coincé là-dedans. » Il hésita, mais décida de demander « Est-ce que je peux lire ?» Madame Hélène regarda son fils pendant un long moment. Puis elle lui tendit le carnet. « Tu peux, je crois que tu as besoin de lire. » Julien prit le journal avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de fragile et de précieux. Il l'ouvrit à la première page et commença à lire. Les notes initiales étaient simples, quotidiennes, des descriptions de la journée, de la météo, de petits événements. Mais au fur et à mesure qu'il avançait dans les pages, le ton changeait. Des récits de situations inconfortables commençaient à apparaître. Des commentaires que Chloé faisait sur l'âge de Madame Hélène, sur sa façon vieux jeu de voir les choses, sur la manière dont elle devrait s'adapter au temps moderne. De petites exclusions. Des dîners où Chloé suggérait que Madame Hélène dîne plus tôt, seule, parce qu'il voulait avoir un moment à eux. Des décisions sur la décoration de la maison prises sans la consulter. La sensation croissante qu'elle était de trop dans son propre foyer. Julien sentait sa gorge se nouer à chaque page. Comment n'avait-il rien remarqué? Comment avait-il laissé cela se produire juste sous son nez? Il arriva à une page spécifique, datée de 3 semaines auparavant, quelques jours avant son retour de voyage. Aujourd'hui, Chloé m'a dit que lorsqu'il se marierait, je devrais envisager d'aller vivre dans une maison de retraite. Elle a dit que ce serait mieux pour moi, que j'aurais la compagnie de gens de mon âge, des activités, des soins spécialisés. Elle a dit que ce n'était pas juste que je reste seul à la maison pendant qu'il travaillait. Mais je ne suis pas seul. J'ai Inès. J'ai mes livres, ma routine. C'est ma maison. Je ne veux pas partir. Mais je n'ai pas eu le courage de lui dire. J'ai juste souri et dit que j'y réfléchirais. J'ai peur. Peur de perdre mon foyer. Peur d'être un fardeau. Peur que mon fils la choisisse, elle, plutôt que moi, et je ne pourrais pas l'en blâmer. Après tout, il mérite d'être heureux, même si mon bonheur en est le prix. Julien ferma le journal. Ses mains tremblaient. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, sans qu'il puisse les contrôler. Madame Hélène posa sa main sur le dos de son fils et le laissa pleurer. Elle ne dit rien. Elle resta simplement là, présente, offrant le réconfort silencieux que seule une mère sait donner. Quand Julien parvint enfin à parler, sa voix était rauque. « Maman, je ne l'aurais jamais choisie elle plutôt que toi. Jamais. Tu me crois ?» Madame Hélène hocha la tête. « Je sais, mon fils. Au fond, je l'ai toujours su. Mais la peur est irrationnelle. Elle ne suit pas la logique. Elle ne fait que consumer. Je te promets que cela n'arrivera plus. Jamais. Tu ne te sentiras plus jamais comme un fardeau. Tu n'auras plus jamais peur de perdre ton foyer. Parce que ton foyer est là où je suis. Ça l'a toujours été, et ça le sera toujours. » Elle enlaça son fils, et ils restèrent ainsi pendant un long moment, en silence, soignant des blessures qui allaient à bien au-delà de la situation avec Chloé. C'étaient des blessures anciennes, d'absence, de paroles non dites, d'affections supposées mais non démontrées. Dans les jours qui suivirent, Julien commença à reconstruire sa routine. Pas seulement sa routine physique, mais aussi émotionnelle. Il se mit à déjeuner à la maison dès que possible. Il se mit à dîner avec Madame Hélène et Inès tous les soirs. Il prit l'habitude de demander comment leur journée s'était passée, d'écouter réellement les réponses et de participer aux conversations. De petits changements qui, additionnés, transformaient complètement l'atmosphère de la maison. Inès, initialement timide et encore effrayée par toute cette situation, commença à s'ouvrir davantage. Elle raconta sa vie, les 2 fils qu'elle avait élevés seule et qui étaient maintenant adultes, ses rêves d'avoir un jour sa propre petite maison, la fierté qu'elle ressentait d'avoir réussi à leur donner des études malgré toutes les difficultés. Julien l'écoutait avec attention et une admiration croissante. Combien d'histoires de force et de dépassement passaient inaperçues chaque jour,
Combien de personnes travaillaient inlassablement, portant des mondes entiers sur leurs épaules, sans que personne ne les voie vraiment. « Monsieur Julien, est-ce que je peux vous poser une question ?»« Bien sûr, Inès. »« Est-ce que vous allez bien? Vraiment ?» Julien réfléchit un moment avant de répondre. « Je me reconstruis. Je ne vais pas mentir, ça fait mal. Ça fait mal de réaliser que j'ai investi 2 ans dans quelque chose qui n'était pas réelle. Ça fait mal de savoir que j'ai été si aveugle. Mais en même temps, je me sens soulagé. J'ai découvert la vérité avant de commettre une erreur irréversible. Et j'ai découvert des choses sur moi-même que j'avais besoin de voir depuis longtemps. » Inès acquiesça d'un signe de tête compréhensif. « Vous êtes un homme bon, monsieur Julien. Vous étiez juste égaré. Mais maintenant, vous retrouvez le chemin du retour. » Ces mots simples touchèrent Julien d'une manière qu'il n'attendait pas. Il retrouvait le chemin du retour. De retour vers quoi? Vers qui il était vraiment, avant de se perdre dans les ambitions, les affaires, la course effrénée qui l'avait éloigné de ce qui comptait vraiment. Une semaine après l'annulation du mariage, Julien était au bureau quand il reçut un appel inattendu. C'était Sophie, la cousine de Chloé, quelqu'un qu'il avait rencontré quelques fois lors de réunions familiales. « Julien, je dois te parler. C'est à propos de Chloé. » Il soupira. Il ne voulait plus parler de Chloé. Il voulait aller de l'avant, laisser tout cela derrière lui. « Sophie, avec tout le respect que je te dois, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je sais, je comprends, mais il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que Chloé est en train de faire. Elle répand des versions mensongères sur ce qui s'est passé. Elle dit que tu l'as jetée dehors parce que ta mère est contrôlante et manipulatrice. Elle dit que tu es instable, que tu as agi par impulsion, que tu vas le regretter. Elle essaie de se faire passer pour une victime sur les réseaux sociaux, et ça marche. Il y a des gens qui la croient. » Julien ferma les yeux. Bien sûr. Chloé n'accepterait pas la défaite en silence. Elle avait besoin de contrôler le récit, elle avait besoin de sauver son image. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Sophie ?» Sa voix se fit plus ferme. « Que tu racontes la vérité, que tu ne la laisses pas manipuler tout le monde. Je connais ma cousine, je sais comment elle fonctionne, et je sais que ce qu'elle fait est mal. Tu as des preuves, tu as des témoins, tu as l'histoire réelle. Ne la laisse pas faire de toi le méchant de cette histoire. » Julien réfléchit un instant. Une partie de lui voulait simplement tout laisser derrière lui, ne pas entrer dans cette guerre de récits. Mais une autre partie savait que Sophie avait raison. Le silence pouvait être interprété comme une culpabilité, et il n'avait rien dont ils doivent avoir honte. « Merci de m'avoir prévenu, Sophie. Je vais réfléchir à ce qu'il convient de faire. » Quand il raccrocha, Julien resta à regarder par la fenêtre du bureau, observant la ville en bas. Paris suivait son rythme frénétique, indifférent au drame personnel de chacun. Il savait qu'il devait prendre une décision, confronter Chloé publiquement ou laisser le temps, montrer la vérité, répondre aux accusations ou garder la dignité du silence. Il n'y avait pas de réponse facile. Mais une chose dont il était sûr, peu importait ce que Chloé disait, peu importait combien de personnes croyaient en sa version. Lui connaissait la vérité. Et les 2 personnes qui comptèrent le plus, sa mère et Inès, la connaissaient aussi. Et au bout du compte, c'était tout ce qui importait vraiment. La décision de Julien sur la manière de gérer les mensonges de Chloé vint d'une façon inattendue. 2 jours après l'appel de Sophie, il prenait un café avec Étienne dans une boulangerie proche du bureau quand l'avocat mentionna quelque chose qui changea sa perspective. « Julien, as-tu pensé à tout formaliser, tout documenter officiellement? Je ne parle pas forcément de poursuivre Chloé en justice, mais d'enregistrer les faits, d'avoir tout par écrit déposé au cas où ce serait nécessaire à l'avenir. » Julien remua le sucre dans son café, pensif. « Pourquoi ferais-je cela ?» Étienne se pencha sur la table, baissant un peu la voix. « Parce que les gens comme elle s'arrêtent rarement à la première tentative. Si elle répand des mensonges maintenant, imagine ce qu'elle pourrait faire dans quelques mois ou quelques années. Avoir la documentation correcte, avec des témoignages, des preuves, des dates, cela te protège. Cela protège ta mère. Cela protège Inès. C'est un filet de sécurité. » Julien acquiesça lentement. C'était logique. Il ne s'agissait pas de vengeance ou d'exposition publique. Il s'agissait de protection. Il s'agissait de garantir que la vérité soit documentée, au cas où il serait nécessaire de l'utiliser. Qu'est-ce que je dois faire? Nous allons constituer un dossier complet.
Des témoignages de ta mère, d'Inès, des copies du journal intime, des photos, des billets menaçants, les registres des changements de serrure, tout. Nous allons tout faire acter par un notaire, avec date et heure. Ainsi, si elle aggrave la situation, tu auras de quoi te défendre avec des faits, pas seulement des mots. Dans les semaines qui suivirent, Julien s'y employa. Il s'assit avec Madame Hélène, qui relata tout ce qu'elle avait vécu ces derniers mois, avec des dates et des détails que sa mémoire gardait encore nettement. Inès donna également son témoignage, nerveuse au début, mais de plus en plus ferme au fur et à mesure qu'elle parlait. Julien prit en photo les billets qu'Inès avait conservés, numérisa les pages pertinentes du journal de sa mère, rassembla les messages textuels que Chloé avait envoyés pendant ses voyages, où apparaissait clairement la façon dont elle parlait de Madame Hélène et d'Inès quand elle pensait que personne d'autre ne verrait. Ce fut un processus douloureux. Chaque preuve collectée était un rappel de son propre aveuglement. Mais c'était aussi libérateur. La vérité était là, documentée, irréfutable. Ce n'étaient pas seulement des paroles en l'air, c'étaient des faits. Pendant ce temps, Chloé continuait sa campagne sur les réseaux sociaux. Des publications vagues sur les trahisons, sur le fait d'être utilisé et jeté, sur les familles qui détruisent les relations, sur les hommes faibles qui ne parviennent pas à s'opposer à des mères contrôlantes. Rien n'était dit directement, mais quiconque connaissait la situation comprenait de qui elle parlait. Les commentaires sous ces publications étaient un mélange de soutien d'amis proches et de personnes remettant en question la version unilatérale qu'elle présentait. Julien lisait certaines de ces publications, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que des amis bien intentionnés lui envoyaient des captures d'écran inquiètes. Chaque fois qu'il les voyait, il ressentait un mélange de colère et de pitié. De la colère pour la manipulation, de la pitié en réalisant à quel point Chloé était désespérée de contrôler un récit qui lui avait déjà échappé. C'est alors qu'arriva quelque chose que Julien n'attendait pas. Un article sur un blog local, traitant des relations abusives, utilisa l'histoire du mariage annulé sans citer de nom, comme exemple de manipulation émotionnelle et d'abus psychologiques contre les personnes âgées. Quelqu'un, probablement Sophie, ou une autre personne proche de la situation, avait raconté l'histoire à la journaliste responsable du blog. L'article était prudent. Il ne pointait personne du doigt, mais décrivait avec précision ce qui s'était passé, incluant les billets menaçants, l'expulsion nocturne, le journal de la vieille dame, tout. L'impact fut immédiat. L'article devint viral dans les groupes de discussion sur les droits des personnes âgées, sur le travail domestique, sur les limites dans les relations. Des gens commencèrent à partager leurs propres histoires similaires. L'affaire gagna un nom sur les réseaux, pas le nom réel, mais un surnom symbolique qui se répandit rapidement. La cérémonie qui n'eut pas lieu. C'était devenu un symbole de résistance contre les abus silencieux qui se produisent à l'intérieur des maisons, loin des yeux du monde. Julien découvrit l'article quand son téléphone commença à recevoir des dizaines de messages. Des collègues de travail, des amis lointains, même des clients, tous demandant si c'était à son sujet. Il lut l'article le cœur battant. Il n'y avait pas de nom, pas d'accusation directe, mais tout y était. Son histoire, exposée au monde d'une manière qu'il n'avait jamais souhaitée. Il appela immédiatement Étienne. « Tu as vu ? J'ai vu. Et avant que tu ne t'inquiètes, j'ai vérifié. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Aucun nom n'a été cité, aucune diffamation n'a été commise. C'est juste une histoire basée sur des faits réels, mais présentée de façon générale. » Julien respira profondément. « Et maintenant ? Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux t'exprimer ou laisser l'histoire parler d'elle-même. Ma suggestion ? Le silence. Tu as déjà tout documenté, tu as les preuves, tu as les témoins. Tu n'as pas besoin d'entrer dans cette guerre publique. Laisse la vérité faire son chemin toute seule. » Julien suivit le conseil. Il ne s'exprima pas publiquement. Il ne confirma ni n'infirma que l'histoire parlait de lui. Il continua simplement sa vie, se concentrant sur ce qui importait vraiment, sa mère, Inès, son travail, sa reconstruction personnelle. Mais Chloé n'eut pas la même retenue. Quand elle réalisa que les gens faisaient le lien, elle fit une longue publication émouvante, se défendant des accusations implicites. Elle nia avoir expulsé qui que ce soit de la maison. Elle dit avoir été mal interprétée,
qu'elle avait seulement suggéré des changements qu'elle pensait être préférables pour tout le monde. Elle dit que c'était elle qui avait été expulsée, humiliée, abandonnée le jour de son propre mariage. Mais quelque chose avait changé. Les gens ne croyaient plus aveuglément. Des commentaires commencèrent à apparaître demandant l'autre côté de l'histoire, s'interrogeant sur les preuves, questionnant les incohérences de son récit. Le vent avait tourné et Chloé perdait le contrôle qu'elle avait tant lutté pour maintenir. Julien suivit tout cela à distance, avec un sentiment étrange de justice rendue, sans qu'il ait eu besoin de lever le petit doigt. La vérité, comme l'avait dit Étienne, travaillait seule. Une après-midi, presque un mois après le mariage annulé, Julien rentra chez lui et trouva Madame Hélène et Inès dans la cuisine, riant de quelque chose qui passait à la télévision. Le son de leur rire le fit s'arrêter à la porte, les observant simplement. Quand était-ce la dernière fois qu'il les avait entendus rire ainsi? Quand était-ce la dernière fois que sa maison avait ressemblé à un vrai foyer, plein de vie, d'affection, de légèreté? Il entra dans la cuisine et toutes deux le regardèrent, souriant encore. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» Madame Hélène essuya des larmes de rire. « Ah, mon fils, c'est une scène de ce feuilleton. La méchante est tombée dans son propre piège, et maintenant elle essaie de se faire passer pour une victime. Mais personne ne la croit. » Julien sourit. L'ironie ne lui échappa pas. « La vie imite l'art, n'est-ce pas ?» Tous les trois rirent ensemble, et Julien sentit quelque chose s'apaiser en lui. C'était cela, la guérison. Pas une guérison instantanée et miraculeuse, mais la guérison lente et véritable qui vient du temps, de la présence, du soin quotidien. Ce soir-là, après le dîner, Julien parla sérieusement à Inès de quelque chose à quoi il pensait depuis des jours. « Inès, je veux régulariser ta situation ici. Je veux que tu aies tous tes droits garantis, congés payés, 13e mois, cotisation, sociale, tout. Et je veux augmenter ton salaire. Tu mérites bien plus que ce que je t'ai donné jusqu'à présent. » Inès devint rouge, visiblement émue. « Monsieur Julien, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est. Et plus que cela, je veux que tu saches que tu as ta place ici dès que tu en as besoin. Ce n'est pas seulement un emploi, Inès. Tu fais partie de cette famille. Et une famille, on en prend soin, on la valorise et on la protège. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Inès, mais c'étaient des larmes de joie, de reconnaissance, de dignité enfin restaurée. « Merci, monsieur Julien. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. » Il le savait, ou du moins, il commençait à comprendre, car il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de droit. Il s'agissait d'être vu, il s'agissait d'avoir son humanité reconnue. Il s'agissait de savoir que l'on compte, que sa présence fait une différence, que l'on n'est pas invisible. Dans les jours qui suivirent, Julien mit tout sur papier. Il régularisa le contrat d'Inès, ajusta son salaire, garantit tous les avantages. Il créa également un fonds d'urgence pour elle, au cas où elle aurait besoin d'aide pour une dépense imprévue. Et plus important encore, il instaura une routine de conversation régulière, où Inès pouvait parler ouvertement de tout ce qui la dérangeait, de toute situation qu'elle jugeait injuste, de tout changement qu'elle aimerait voir. Il fit de même avec Madame Hélène. Il instaura un petit déjeuner hebdomadaire, rien que tous les deux, où ils discutaient de tout, du passé, du présent, des rêves et des peurs, des regrets et des espoirs. Petit à petit, Julien apprit à connaître sa mère d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pas seulement comme une mère, mais comme une personne, avec sa propre histoire, ses propres douleurs, ses propres victoires. Un mois et demi après l'annulation, Julien était en réunion d'affaires quand il reçut un message de Sophie. « J'ai pensé que tu devrais savoir. Chloé a supprimé tous ses réseaux sociaux. Elle a complètement disparu d'Internet. J'ai entendu dire qu'elle a accepté un travail dans une autre ville et qu'elle va déménager à Tours. » Julien lut le message et ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que cela arrivait enfin à son terme, tristesse pour le gâchis que tout cela représentait, pour le temps perdu, pour les opportunités de changement ignorées, pour l'orgueil qui avait empêché Chloé de simplement reconnaître son erreur et d'essayer de la réparer. Il répondit à Sophie par un message simple. « J'espère qu'elle trouvera la paix et qu'elle apprendra de tout cela. » Et c'était vrai. Julien ne gardait pas de rancœur, il ne souhaitait pas de mal à Chloé.
Il voulait seulement qu'elle apprenne, qu'elle grandisse, qu'elle devienne une personne meilleure. Tout le monde méritait cette chance. Ce soir-là, à la maison, alors qu'il regardait la télévision avec Madame Hélène et Inès, Julien réalisa quelque chose de fondamental. Il avait perdu une fiancée, mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Il avait gagné de la conscience, il avait gagné de la présence, il avait gagné la capacité de voir et de valoriser ce qui comptait vraiment. Et plus important encore, il s'était retrouvé lui-même. Le Julien qui existait avant de se perdre dans les ambitions démesurées, dans la course insensée, dans la quête de validation externe. Il regarda sa mère, qui tricotait avec concentration, et Inès, qui riait d'une scène comique à l'écran. Et il pensa que peut-être, juste peut-être, cette nuit froide au jardin, ce moment de douleur et de révélation, avait été le plus beau cadeau que la vie ait pu lui faire, car il avait fallu perdre tout ce qu'il croyait important pour découvrir ce qui avait réellement de la valeur, et maintenant qu'il le savait, il ne l'oublierait plus jamais. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette matinée au jardin du Luxembourg, et Paris continuait sa routine implacable. Les mêmes embouteillages, les mêmes klaxons, la même hâte qui définissait l'âme de la ville. Mais à l'intérieur de l'appartement de Julien, tout avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Ce n'était pas seulement l'absence physique de Chloé, ni sa présence plus constante à lui entre ses murs. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, presque imperceptible au début, mais qui grandissait chaque jour comme une plante qui reçoit enfin la lumière après des années dans l'ombre. Julien se réveillait avant l'alarme maintenant, non pas par anxiété ou inquiétude, mais par une envie sincère d'être présent. Il descendait à la cuisine à 6h30 du matin et trouvait Madame Hélène déjà réveillée, préparant le café, dressant la table, écoutant la radio à bas volume. Elle avait toujours été matinale, mais il y avait maintenant une légèreté dans ses mouvements qui n'existait pas auparavant, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. « Bonjour, maman. »« Bonjour, mon fils. Tu as bien dormi ?» C'était un rituel simple, mais cela signifiait tout. Ils s'asseyaient ensemble, prenaient le café lentement, discutaient de la journée qui commençait, des nouvelles à la radio, de petites choses qui passaient inaperçues autrefois. Julien découvrit que sa mère avait des opinions tranchées sur la politique, qu'elle aimait la poésie moderne, qu'elle avait peur de vieillir non pas pour l'âge en soi, mais pour la possibilité de devenir invisible. Et chaque découverte était une révélation douloureuse de tout le temps qu'il avait perdu, de toutes les conversations qu'il n'avait pas eues, de toute la vie qu'il avait laissé passer en courant après des conquêtes qui semblaient maintenant vides. Inès aussi avait changé, pas dans son essence car elle avait toujours été cette personne gentille et dévouée, mais dans sa posture, dans la façon dont elle occupait l'espace, dans le courage d'exprimer ses opinions. Elle n'était plus l'ombre discrète qui nettoyait et cuisinait en silence. Elle participait aux conversations, suggérait des programmes pour le week-end, se plaignait quand quelque chose la dérangeait. Elle avait une voix, et Julien réalisait que donner une voix à quelqu'un était l'un des gestes les plus puissants qui soient, car cela signifiait reconnaître sa pleine humanité. Un samedi matin, alors que tous les 3 prenaient le petit déjeuner ensemble, Julien fit une annonce qu'il planifiait depuis des semaines. « Je veux faire des travaux dans l'appartement. Petit mais significatif. » Madame Hélène et Inès échangèrent des regards curieux. « Maman, cette chambre d'amis que nous n'utilisons jamais, je veux la transformer en un espace rien qu'à toi. Une bibliothèque privée, avec des fauteuils confortables, un bureau, pour que tu puisses écrire, des étagères pour tes livres, un endroit où tu pourras lire, réfléchir, recevoir tes amis pour le thé, un refuge qui soit complètement le tien. » Madame Hélène resta silencieuse un moment, les yeux embués. « Mon fils, ce n'est pas nécessaire. » « Si, ça l'est. Tu mérites d'avoir un espace qui soit ton territoire, où tu commandes, où tu décides de tout. Et Inès, je veux aussi rénover ta chambre, agrandir l'espace, installer une salle de bain privée, créer un petit coin salon où tes fils pourront s'installer quand ils viendront te rendre visite. Je veux que tu te sentes vraiment chez toi, pas seulement comme quelqu'un qui travaille ici. » Inès porta ses mains à son visage, essayant de contenir les larmes qui coulaient déjà. « Monsieur Julien, je ne mérite pas tout cela.
Julien se leva et s'approcha d'elle, s'accroupissant à côté de sa chaise. « Tu mérites cela et bien plus encore, Inès. Tu mérites la dignité, le confort, la reconnaissance. Tu n'es pas seulement une employée, tu es de la famille. Et il est temps que je le montre de manière concrète, pas seulement avec des mots. » Dans les jours qui suivirent, Julien se plongea dans le projet de rénovation avec un dévouement qui surprit même Étienne, son avocat, qui était aussi devenu un ami proche durant toute cette turbulence. Il engagea une architecte spécialisée en design d'intérieur, une femme nommée Victoire qui avait un regard sensible pour transformer les espaces en refuges émotionnels. Victoire passa une après-midi entière à discuter avec Madame Hélène et Inès, posant des questions qui allaient bien au-delà des couleurs et des meubles. Elle voulait comprendre qui elles étaient, ce qui les rendait heureuses, quels étaient leurs rêves secrets, comment elles imaginaient un espace parfait. Et elle créa alors des projets qui étaient des portraits de leur personnalité. Pour Madame Hélène, une bibliothèque intimiste au ton vert et bois sombre, un éclairage doux, un fauteuil de lecture positionné stratégiquement près de la fenêtre. Pour Inès, une chambre spacieuse aux couleurs claires et joyeuses, beaucoup de rangements, une salle de bain moderne et un petit salon décoré avec des photographies de sa famille. Les travaux durèrent 6 semaines. Pendant ce temps, l'appartement devint un chantier contrôlé, avec des ouvriers entrant et sortant, le bruit des perceuses et des marteaux, l'odeur de peinture et de vernis. Mais personne ne se plaignit. Il y avait une attente dans l'air, le sentiment que quelque chose d'important était en train d'être construit, quelque chose qui allait bien au-delà des murs et des meubles. Julien suivit chaque étape des travaux avec attention. Il voulait que tout soit parfait, non par perfectionnisme vain, mais parce que chaque détail représentait le respect, le soin, l'amour matérialisé. Il choisit personnellement la couleur des murs de la chambre d'Inès, un ton bleu doux qu'elle avait mentionné aimer. Il aida à installer les étagères dans la bibliothèque de Madame Hélène, s'assurant qu'elles soient à la bonne hauteur, pour qu'elle n'ait pas à faire d'efforts pour atteindre ses livres. Chaque petit geste était une forme de rédemption, une façon de montrer par des actions concrètes qu'il avait changé, qu'il était présent, qu'il voyait. Le jour où les travaux furent terminés, Julien organisa une petite cérémonie d'inauguration, rien que pour eux trois. Il prépara un dîner spécial, alluma des bougies, mit une musique douce. Puis, il invita Madame Hélène et Inès à découvrir leurs nouveaux espaces. La réaction de Madame Hélène fut silencieuse, mais profondément émouvante. Elle entra dans la bibliothèque, qui était désormais la sienne, passa ses doigts sur le dos des livres déjà organisés sur les étagères, s'assit dans le fauteuil de lecture près de la fenêtre, regarda autour d'elle les yeux brillants de larmes contenues. « C'est parfait, mon fils. C'est exactement comme j'en rêvais. » Julien s'agenouilla à côté de son fauteuil. « Cet espace est à toi, complètement à toi. Ici tu commandes, tu décides, tu es la reine. Et personne, plus jamais, ne te retirera cela. » Inès, de son côté, ne put contenir ses larmes en voyant sa nouvelle chambre. Elle marcha lentement, touchant chaque meuble, ouvrant et fermant les portes de sa salle, de bain privé, s'asseyant sur son nouveau lit, regardant le petit canapé du salon où ses fils pourraient s'asseoir quand ils viendraient la voir. C'était plus qu'une chambre, c'était de la dignité traduite en mètres carrés, c'était de la reconnaissance matérialisée dans le béton et la peinture. « Monsieur Julien, je n'ai pas de mots. Personne n'a jamais rien fait de tel pour moi. Personne ne m'a jamais regardé de cette façon. » Julien enlaça Inès, la laissant pleurer sur son épaule. « Tu as toujours mérité d'être vue ainsi, Inès, et je suis désolé d'avoir mis si longtemps à m'en rendre compte. » Ce fut aussi durant cette période que Julien commença à repenser sa propre vie professionnelle. Il continuait de diriger son entreprise, mais il réalisa qu'il pouvait déléguer davantage, faire confiance à son équipe, être moins obsédé par le contrôle. Il commença à travailler moins d'heures, à refuser les voyages inutiles, à donner la priorité au moment à la maison, et, étonnamment, l'entreprise ne s'effondra pas. Au contraire, elle semblait mieux fonctionner, car il prenait des décisions plus équilibrées, moins impulsives, plus réfléchies. Lors d'une réunion avec ses cadres, Julien fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il partagea son histoire. Il raconta l'erreur qu'il avait failli commettre, l'aveuglement qui avait failli détruire sa famille, les leçons qu'il avait apprises. Certains furent surpris, d'autres émus.
Mais tous comprirent le message. Le succès professionnel sans équilibre personnel est une bombe à retardement. Et Julien ne voulait pas qu'aucun membre de son équipe vive ce qu'il avait vécu. Il mit en place des changements dans l'entreprise, des horaires flexibles pour ceux qui avaient de jeunes enfants ou des parents âgés, des congés payés pour raisons familiales, des politiques claires contre les heures supplémentaires excessives. Et plus important encore, il créa une culture où parler de ses difficultés personnelles n'était pas un signe de faiblesse, mais d'humanité. La productivité ne chuta pas. Au contraire, elle augmenta, parce que les gens qui se sentent écoutés travaillent mieux, avec plus de concentration, avec plus de loyauté. L'un de ses directeurs, un homme nommé Adrien, vint voir Julien quelques semaines après ces changements. « Est-ce que je peux te parler en privé ?»« Bien sûr, Adrien. Toujours. » Ils s'assirent dans la salle de réunion vide. « Je voulais te remercier pour tout ce que tu as mis en place. Ma mère est malade. Elle a un début d'Alzheimer. Et je m'épuisais à essayer de gérer le travail et les soins pour elle. Je rentrais chez moi vidé, sans patience. Je me disputais avec ma femme. J'étais au bord de l'effondrement. Mais maintenant, avec les horaires flexibles, je peux l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, passer plus de temps avec elle, sans me sentir coupable au travail. Tu n'imagines pas à quel point cela a changé ma vie. » Julien posa sa main sur l'épaule d'Adrien. « J'imagine, si, parce que j'ai vécu quelque chose de similaire, et j'ai appris que prendre soin des gens que nous aimons n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ce qui nous maintient humains. » Cette conversation confirma à Julien qu'il était sur la bonne voie, que les changements qu'il avait opérés dans sa vie personnelle pouvaient et devaient s'étendre à sa vie professionnelle. Qu'être un bon leader signifiait prendre soin non seulement des résultats, mais aussi des personnes qui produisaient ces résultats. Un soir, lors d'un dîner à la maison, Madame Hélène fit un commentaire qui resta gravé dans l'esprit de Julien pendant des jours. « Tu sais, mon fils, je réfléchissais à toute cette situation. Et j'ai réalisé que peut-être Chloé a été l'instrument de quelque chose de plus grand. Je ne justifie pas ce qu'elle a fait, pas du tout, mais si rien de tout cela n'était arrivé, aurais-tu changé? Aurions-nous eu ces conversations? Est-ce que cette famille serait ainsi, vraiment unie? » Julien mâcha lentement, réfléchissant à la question. « Probablement pas. J'étais aveugle, maman. Complètement aveugle. Je vivais en mode automatique, pensant que je faisais tout bien simplement parce que je payais les factures et garantissait un confort matériel. Mais je négligeais l'essentiel, la présence, l'attention, l'affection véritable. » Inès, qui restait généralement silencieuse, lors des conversations plus profondes, décida de participer. « Monsieur Julien, est-ce que je peux dire une chose à laquelle je pense ?»« Bien sûr, Inès. Toujours. Je pense que beaucoup de familles vivent comme vous viviez avant. Des gens habitant sous le même toit, mais ne vivant pas vraiment ensemble, chacun dans son monde, personne ne se connectant vraiment. Et parfois, il faut une grande crise pour qu'on se réveille. Mademoiselle Chloé a causé une tempête, mais après la tempête est venue la clarté. La vérité est apparue. Les mots d'Inès étaient d'une sagesse simple mais profonde. Julien réalisa qu'elle avait raison. Combien de familles vivaient exactement ainsi, partageant des toits mais pas des vies, divisant des espaces mais pas des existences, et combien de personnes ne se réveillaient que lorsqu'il était déjà trop tard. C'est alors que l'idée naquit. Il discutait avec Étienne une après-midi, prenant un café dans une boulangerie du quartier, quand l'avocat mentionna par hasard qu'il travaillait sur le cas d'une vieille dame qui avait été placée de force en maison de retraite par sa famille, contre son gré, parce que ses enfants voulaient récupérer son appartement. « Est-ce que cela arrive souvent ?» demanda Julien. « Plus que tu ne l'imagines. Des personnes âgées poussées hors de chez elles, des employés de maison exploités, des abus psychologiques qui se produisent en silence. Le pire, c'est que beaucoup de ces personnes ne savent pas qu'elles ont des droits, ne savent pas où chercher de l'aide, ont peur de dénoncer. Et si nous créions quelque chose pour aider ces gens ?» Étienne s'arrêta, sa tasse en l'air. « Comment ça? Un projet, une organisation, quelque chose qui offrirait une orientation juridique, un soutien psychologique, un espace sûr pour les personnes qui vivent des situations similaires à celles que ma mère a vécues. Quelque chose qui donnerait une voix à ceux qui sont réduits au silence. »
Étienne posa sa tasse et se pencha sur la table. « Julien, tu parles de créer une association ?»« Oui. J'ai les ressources, tu as les connaissances juridiques, nous pouvons monter une équipe compétente. Nous pouvons faire une réelle différence. » L'enthousiasme gagna les deux hommes. Dans les semaines qui suivirent, Julien se plongea dans le projet avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il fit des recherches, étudia des modèles d'organisation similaires, discuta avec des experts en droit des seniors et en droit du travail, cartographia les principaux besoins. Et il commença alors à monter la structure de ce qui s'appellerait le réseau de soutien. Il loua un petit local commercial, mais accueillant, dans le centre de Paris, proche du métro pour faciliter l'accès. Il engagea 2 avocats spécialisés en droit de la famille, une psychologue expérimentée dans les traumatismes et les abus, une assistante sociale et 2 réceptionnistes. Il installa une ligne téléphonique gratuite pour l'accueil et créa un site internet simple, mais informatif. Tout cela avec ses propres ressources, sans dépendre de dons ou de financements externes, du moins au début. L'inauguration fut discrète. Juste une petite cérémonie avec l'équipe engagée, Étienne, Madame Hélène, Inès et quelques amis proches. Julien fit un bref discours, ému. Ce projet naît d'une douleur personnelle qui s'est transformée en mission. Il naît de la honte de n'avoir pas vu ce qui se passait dans ma propre maison. Il naît de la volonté de transformer l'erreur en apprentissage, l'aveuglement en vision, l'absence en présence. Le réseau de soutien existe pour donner une voix à ceux qui sont réduits au silence, pour offrir de la dignité à ceux qui sont humiliés, pour montrer que personne n'est seul, que personne n'a besoin de dormir sur un banc public parce qu'il a été expulsé de sa propre maison, que personne n'a à accepter l'abus comme une normalité. L'impact fut immédiat. Dès la première semaine, ils reçurent 43 appels. Des gens désespérés, racontant des histoires de souffrances silencieuses, demandant de l'aide, cherchant une orientation. Julien ne pouvait pas s'occuper de tout le monde personnellement, mais il passait au moins 3 après-midi par semaine dans le local, discutant avec ceux qui arrivaient, écoutant les récits, s'offrant du réconfort. Chaque histoire qu'il entendait était comme regarder dans un miroir déformant. Des mères traitées comme des poids morts par leurs enfants, des employés de maison exploités, travaillant 16 heures par jour sans repos, sans dignité. Des personnes âgées dont les économies étaient volées par des membres de leur famille, des abus psychologiques masqués sous l'apparence du soin. Et Julien réalisait que son histoire n'était pas une exception, c'était juste une parmi des milliers. Un mois après l'inauguration du réseau de soutien, Julien était au bureau en train de réviser certains dossiers quand la réceptionniste appela son poste. « Monsieur Julien, il y a une personne ici qui demande à vous parler. Elle dit que c'est personnel, elle s'appelle Chloé. » Le cœur de Julien manqua un battement. Chloé. Après 4 mois sans aucun contact, elle était là. Un instant, il pensa refuser la rencontre. Mais quelque chose en lui, peut-être de la curiosité, peut-être le besoin de clore définitivement ce chapitre, lui fit dire oui. « Vous pouvez la faire entrer. » La porte s'ouvrit et Chloé entra. Julien faillit ne pas la reconnaître. Ses cheveux étaient plus courts, teints d'une couleur naturelle. Elle portait des vêtements simples, sans marques visibles, aucune de ces pièces de créateur qu'elle avait l'habitude d'exhiber. Elle était plus mince, avec des cernes profonds, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était plus l'arrogance d'autrefois. C'était quelque chose qui semblait être de l'humilité mêlée à de la honte. « Salut, Julien. »« Bonjour, Chloé. Assieds-toi, je t'en prie. » Elle s'assit sur la chaise, face à son bureau, ses mains tremblantes, serrant un petit sac à main. « Je sais que tu ne t'attendais pas à me voir, et je comprends si tu veux que je m'en aille. Mais je devais venir ici. Je devais te parler. » Julien acquiesça simplement, attendant la suite. Après que tout soit arrivé, je me suis effondré. Complètement. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma crédibilité, j'ai perdu l'image que je m'étais construite. Au début, je t'ai blâmé, j'ai blâmé ta mère, j'ai blâmé le monde entier, mais il y avait une voix en moi, petite mais insistante, qui disait que le problème c'était moi. Alors, je suis parti en province, chez une tante à Tours. J'ai accepté un travail simple dans un magasin de vêtements, et j'ai commencé une thérapie, 2 fois par semaine chaque semaine.
Elle fit une pause, respirant profondément. Et ça a été horrible, Julien. Me regarder vraiment dans le miroir, sans filtre, sans excuse, reconnaître que j'ai un schéma destructeur, que j'ai toujours été contrôlante, manipulatrice, que j'ai toujours eu besoin d'être le centre de tout, que toute personne que je voyais comme une menace, je l'éliminais. Pas physiquement, mais émotionnellement, en l'isolant, en l'humiliant, en l'excluant. Et j'ai fait ça toute ma vie sans m'en rendre compte, ou pire, en m'en rendant compte et en faisant comme si c'était normal. Julien écoutait en silence. Une partie de lui ressentait encore de la colère, se rappelait encore sa mère dormant sur ce banc. Mais une autre partie, celle qui avait grandi durant ces mois, ressentait de la compassion, car il comprenait que personne ne naît cruel. La cruauté se construit, couche après couche, blessure après blessure. Pourquoi es-tu venue ici, Chloé? Parce que, quand j'ai appris pour ton projet, le réseau de soutien, j'ai compris que tu avais transformé cette douleur en quelque chose de bien. Et je veux faire de même. Je ne demande pas ton pardon car je sais qu'il serait injuste de ma part de l'attendre. Mais je veux que tu saches que j'essaye de changer, que je reconnais ce que j'ai fait, que je suis désolé, sincèrement. Julien se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. Chloé, je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant. Cela prendra du temps, peut-être des années. Peut-être que cela n'arrivera jamais complètement. Mais je reconnais ton courage d'être venu ici, d'assumer tes responsabilités, de chercher de l'aide. Et j'espère que tu continueras sur ce chemin. Pour toi-même, pas pour moi. Elle hocha la tête, essuyant des larmes silencieuses. Est-ce que je peux te demander une faveur? Ça dépend. Fais une bise à ta mère de ma part, et dis à Inès que je lui demande pardon. Elles n'ont pas besoin de me pardonner. Mais elles doivent savoir que je reconnais le mal que j'ai causé. Julien se tourna pour lui faire face. Je passerai le message. Chloé se leva pour sortir. Sur le pas de la porte, elle se retourna une dernière fois. Ce que tu fais ici avec ce projet, c'est magnifique. Et je pense qu'au fond, tu as toujours été cette personne. Tu étais juste égaré, comme moi. La différence, c'est que toi, tu as retrouvé le chemin. Moi, je le cherche encore. Puis elle sortit, laissant Julien seul avec ses pensées. Le soir même, lors du dîner, il raconta à Madame Hélène et à Inès la visite de Chloé. Toutes deux écoutèrent en silence jusqu'au bout. « Et comment t'es-tu senti ?» demanda Madame Hélène. Confus, triste, mais aussi, étrangement, plein d'espoir. L'espoir que les gens peuvent changer, même quand cela semble impossible. Inès secoua lentement la tête. « Je ne sais pas si je peux lui pardonner, monsieur, Julien, mais j'espère qu'elle trouvera la paix. Car seul celui qui est en paix avec lui-même arrête de faire du mal aux autres. » Les paroles d'Inès avaient une profondeur qui toucha Julien. C'était cela, c'était exactement cela. Il ne s'agissait pas de pardonner par obligation morale ou par grandeur d'âme. Il s'agissait de reconnaître que les gens blessés blessent les autres, et que la seule façon de briser ce cycle était de soigner les blessures. Les mois suivants furent marqués par une croissance intense. Le réseau de soutien gagna en visibilité dans les médias locaux. Des journalistes commencèrent à couvrir les histoires de personnes ayant été aidées par l'organisation. Une dame de 82 ans, qui avait récupéré sa maison après que ses enfants eurent tenté de lui faire signer une procuration de force. Une employée de maison, qui avait réussi à régulariser ses droits après 15 ans d'exploitation. Un vieil homme qui avait trouvé un logement temporaire après avoir été expulsé de chez lui par son gendre. Chaque histoire était une victoire, petite peut-être, mais significative. Julien commença également à donner des conférences. Écoles, entreprises, associations, tous voulaient entendre parler de conscience familiale, de présence, de soins aux aînés, de valorisation des travailleurs domestiques. Et à chaque conférence, il racontait son histoire sans cacher ses erreurs, sans atténuer la douleur, sans se transformer en héros. Juste un homme qui avait failli commettre la plus grande erreur de sa vie et qui s'était réveillé à temps. C'est après l'une de ces conférences, dans un amphithéâtre bondé d'une université, qu'une jeune femme s'approcha de lui. Elle devait avoir une vingtaine d'années, les yeux embués. « Je m'appelle Camille. Ma grand-mère vit avec nous. Et après avoir entendu votre histoire, j'ai réalisé que ma mère fait exactement ce que cette femme a fait à votre mère. De petites humiliations, des exclusions, des commentaires méchants, et je ne m'en étais jamais rendu compte. Ou pire, je m'en rendais compte et je faisais comme si c'était normal. Mais maintenant, je vois.
et je vais changer ça. » Julien serra la main de la jeune femme. « Vous changez déjà les choses rien qu'en l'ayant remarqué. Maintenant, soyez la voix dont votre grand-mère a besoin. Ne la laissez pas traverser cela seule. » La gratitude dans le regard de Camille était tout ce dont Julien avait besoin pour savoir qu'il était sur la bonne voie. Un an. Après cette matinée au Jardin du Luxembourg, Julien organisa un petit événement au réseau de soutien. Un an d'activité, plus de 1200 personnes aidées, des centaines de cas résolus, des vies transformées. Il invita tous ceux qui avaient été aidés par l'organisation et le local fut bondé. Des gens de tous âges, de toutes classes sociales, tous avec une histoire de douleur transformée en nouveau départ. Lors de l'événement, Julien prit la parole. À ses côtés se trouvaient Madame Hélène et Inès, les deux femmes qui avaient été le catalyseur de toute cette transformation. Il regarda l'assemblée, vit des visages marqués par la souffrance mais aussi par l'espoir, et sentit qu'il comprenait enfin le sens du mot « mission ». Il y a un an, j'ai trouvé ma mère et notre employée Inès dormant sur un banc public. Elles avaient été expulsées de chez elles par la femme que j'allais épouser. Ce fut le pire et le meilleur jour de ma vie. Le pire parce que j'ai vu le résultat de ma négligence, de mon absence, de mon aveuglement. Le meilleur parce que je me suis réveillé. Et se réveiller fait mal, mais c'est nécessaire. Il fit une pause, contrôlant son émotion. Aujourd'hui, en vous regardant tous, je vois que nous ne sommes pas seuls, que la douleur partagée se transforme en force collective, qu'ensemble, nous pouvons créer une société où aucune personne âgée n'est jetée, aucun travailleur n'est invisibilisé, aucune personne n'est traitée moins bien qu'elle ne le mérite. Chaque histoire que j'ai entendue cette année m'a appris quelque chose. Elle m'a appris que l'empathie n'est pas un sentiment passif. C'est une action. C'est choisir de voir, choisir d'écouter, choisir de faire une différence. Les applaudissements furent longs, émus, chargés d'une gratitude collective. Des gens se levèrent. Certains s'enlacèrent, d'autres essuyèrent discrètement des larmes. C'était un moment de célébration, mais aussi la reconnaissance que la lutte ne faisait que commencer, qu'il y avait encore des milliers de personnes ayant besoin d'aide, des milliers d'histoires attendant d'être entendues. Après l'événement officiel, plusieurs personnes s'approchèrent de Julien pour discuter individuellement. Une dame aux cheveux blancs et aux mains tremblantes lui serra fermement le bras. « Je m'appelle Rose. Il y a 6 mois, mon fils m'a placé en maison de retraite contre mon gré. Il voulait mon appartement, mais le réseau de soutien m'a aidé. Ils ont réussi à inverser la situation, ont prouvé que j'avais toute ma tête et aujourd'hui je suis de retour chez moi. Merci d'exister. Merci de ne pas avoir abandonné les gens comme moi. » Julien serra ses mains avec tendresse. « Madame Rose, c'est vous qui avez fait le plus dur. Nous avons seulement montré le chemin. Le courage était tout à vous. » Un autre homme, plus jeune, s'approcha également. Il avait les yeux fatigués mais déterminés. « Je suis Adrien. Ma femme maltraitait ma mère depuis des années. Je ne voyais rien car j'étais toujours au travail. Quand j'ai entendu votre histoire lors d'une conférence, c'est comme si quelqu'un avait allumé une lumière. Je suis rentré chez moi et j'ai vraiment fait attention. J'ai vu les petites cruautés, les remarques méchantes, l'exclusion systématique. J'ai affronté ma femme, j'ai posé des limites. Nous suivons une thérapie de couple maintenant. Nous essayons de reconstruire notre relation de façon saine, mais avec une chose claire. Ma mère a sa place garantie dans notre famille, sans négociation. » Julien serra la main d'Adrien avec force. « C'est courageux, Adrien. Ce n'est pas facile d'affronter ceux qu'on aime, mais c'est parfois nécessaire. Et le fait que vous soyez en thérapie montre qu'il y a un espoir de changement réel. » Quand il rentra chez lui ce soir-là, il trouva Madame Hélène dans sa bibliothèque privée, lisant un recueil de poésie à la douce lumière de la lampe de bureau qu'il avait choisie spécialement pour elle. Elle leva les yeux et sourit, ce sourire serein de quelqu'un qui a enfin trouvé sa place dans le monde. « Comment s'est passé l'événement ?»« C'était magnifique, maman. Émouvant, transformateur. Chaque personne qui m'a parlé avait une histoire de dépassement, et chacune d'elles m'a rappelé tout ce que nous avons réussi à construire ensemble. » Elle ferma le livre avec soin, marquant la page avec un marque-page artisanal qu'Inès lui avait confectionné. « Mon fils, je veux te dire une chose. Je t'ai pardonné, complètement, pour n'avoir pas vu avant, pour n'avoir pas été présent comme tu l'aurais dû, pour tout. Parce que tu es là, maintenant. Et plus important encore,
Tu t'es transformé. Tu n'es pas seulement revenu. Tu as évolué. Tu es devenu un homme meilleur, plus conscient, plus humain. Et cela me remplit de fierté. Julien sentit les larmes monter avant même de s'en rendre compte. Il s'agenouilla près du fauteuil où sa mère était assise et posa sa tête sur ses genoux, comme il le faisait quand il était enfant et avait besoin de consolation. Madame Hélène passa ses doigts dans les cheveux de son fils, ce geste maternel universel qui calme, qui soigne, qui réconforte. « J'avais tellement peur de te perdre, maman, tellement peur que mon absence ait brisé quelque chose d'irréparable entre nous. Rien n'est brisé, mon fils. Tout est reconstruit, et ce que nous avons reconstruit ensemble est bien plus fort que ce qui existait avant. Parce que maintenant c'est conscient, c'est intentionnel, c'est vrai. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, en silence, laissant l'affection parler plus fort que les mots. Quand Julien se leva enfin, il avait les yeux rouges, mais le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Plus tard, il trouva Inès dans la cuisine, préparant du thé pour tous les trois, comme c'était devenu la tradition les vendredis soirs. Elle chantonnait doucement une mélodie qu'il ne reconnaissait pas, mais qui semblait joyeuse, pleine d'espoir. « Inès, est-ce que je peux te poser une question ?» Elle se retourna, tenant la théière encore chaude. « Bien sûr, monsieur, Julien. Toujours. Es-tu heureuse ici? Vraiment? Parce que s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour améliorer ta vie, pour te rendre plus confortable, plus valorisée, je veux le savoir. » Elle posa la théière et s'approcha de lui, les yeux brillants d'une émotion sincère. « Monsieur Julien, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, parce que pour la première fois, je me sens vue, je me sens valorisée, je me sens aimée, et cela n'a pas de prix. Vous m'avez donné bien plus qu'une jolie chambre ou un salaire juste, bien que ce soit aussi important. Vous m'avez donné de la dignité, vous m'avez donné une voix, vous m'avez donné la certitude que je compte, et il n'y a pas de plus beau cadeau que celui-là. » Julien enlaça Inès, une étreinte longue et serrée qui disait tout ce que les mots ne pourraient exprimer. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient, malgré les larmes. « Et vous savez ce qui est le plus incroyable ?» continua Inès en servant le thé dans les tasses. « Mes fils ont remarqué le changement en moi. Ils disent que je suis plus joyeuse, plus confiante, plus moi-même, et cela m'a fait réaliser à quel point j'étais effacée avant, sans même m'en rendre compte. On s'habitue à si peu que lorsqu'on reçoit un minimum de dignité, cela ressemble à un miracle. » Ces paroles résonnèrent en Julien alors que tous les trois s'asseyaient au salon pour prendre le thé ensemble. Habitués à si peu que le minimum semble être un miracle, combien de personnes vivaient ainsi? Combien d'Inès à travers le monde acceptaient des miettes de respect parce qu'elles n'avaient jamais connu ce que c'était que d'être véritablement valorisées? Combien de Madame Hélène se sentaient invisibles dans leur propre maison parce que personne ne se donnait la peine de les regarder vraiment? Ces mots valaient plus que n'importe quel contrat à 1 million d'euros que Julien n'avait pu signer. Ils valaient plus que n'importe quelle reconnaissance professionnelle, car ils étaient l'attestation qu'il avait appris la leçon la plus importante de la vie, que le succès ne se mesure pas aux conquêtes matérielles, mais aux connexions humaines, à la présence, à l'amour véritable, à la dignité partagée. Et tandis que tous les trois prenaient le thé ensemble ce soir-là, discutant de projets pour l'avenir, de rêves et d'espoirs, Julien réalisa que la cérémonie qui n'avait pas eu lieu avait laissé place à quelque chose d'infiniment plus précieux, une vie vécue avec intention, une famille construite sur la vérité, une mission qui transformait la douleur individuelle en guérison collective. Paris continuait d'exister dehors, indifférente, chaotique, implacable. Mais à l'intérieur de cet appartement, il y avait la paix qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence d'un amour véritable. Et c'était là la seule révolution qui comptait vraiment. La révolution silencieuse qui se produit quand nous choisissons de voir, quand nous choisissons de rester, quand nous choisissons d'aimer pour de vrai. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Julien, Madame Hélène et Inès a touché profondément votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de reconstruction, d'amour et de justice, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans ce récit. Chaque jour,
nous apportons des récits intenses comme celui-ci qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous font réfléchir sur nos propres choix. Nous vous attendons au prochain épisode avec une nouvelle histoire qui saura bousculer vos émotions.